Bonjour, bienvenue au café Hypnose d'Hypnose Factory. Le principe de ces cafés, c'est assez simple, hein. Un café, un thème, des questions, de préférence les vôtres, et 20 minutes d'échange pour vous apporter un max de lumière. Je commence par me présenter, je m'appelle Marianne Tournon, je suis hypnopraticienne et à vrai dire, en fait, je me suis longtemps formée avant d'oser m'installer. Autour de moi, pour animer ce café, 3 hypnologues chevronnés des environs de Grenoble. Marcella Maftoul, bonjour Marcella. Bonjour. Lucas Bondu, bonjour Lucas. Bonjour. Et Jean-Yves Moussy, bonjour Jean-Yves. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bon. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder une thématique qui nous semble vraiment essentielle. C'est quelles sont nos limites, nos peurs qui deviennent problématiques pour accompagner quelqu'un. Finalement, c'est important de travailler en sécurité, que ce soit pour soi, que ce soit pour celui qu'on accueille. Et je vous pose ça en discussion et de voir quel est votre point de vue, qu'est-ce que vous auriez à dire sur le sujet. Ok, ouais, c'est une question qui est intéressante. Intéressante dans le sens où elle parle en effet de nos limites, elle parle de comment on se sent nous aussi dans une séance, parce que souvent on prend en compte le fait qu'on va recevoir des personnes avec des problématiques diverses et variées, mais on ne prend pas tout le temps en compte la posture du praticien lui-même, ce que le praticien lui-même ressent. Et je pense que c'est important aussi de se sentir à la fois à l'aise quand on fait des séances et plutôt serein. Et il y a peut-être des thématiques qui, pour certaines personnes, peuvent créer des limites, des personnes, parfois. Travailler avec certains types de personnes ou certains types de pathologies peut être complexe pour certaines personnes, pour plusieurs raisons. Parce que la personne n'est pas à l'aise avec, parce que ça résonne trop avec des problèmes personnels qu'elle peut avoir et beaucoup de choses comme ça. Donc je trouve ça intéressant, en effet, d'aborder cette chose-là. Mais peut-être, Lucas, tu as quelque chose à ajouter dessus? Bah oui, sur ce principe-là, je pense qu'on est nous un petit peu à la limite. Moi, il y a des sujets auxquels je refuse, par exemple sur l'alcoolémie, où je sais que pendant un moment donné, je prenais pas les séances sur les suicides, parce que j'avais été confronté à ça de très près. Et non pas que je me sentais pas capable de les accompagner, mais que ça a été tellement fort, tellement intense sur moi, que j'avais encore besoin de digérer cette chose-là pour pas projeter ma situation ou les techniques qui avaient fonctionné sur moi sur d'autres personnes. Et je pense que c'est important de se connaître et de voir quels sont les cas qui font écho à nous. C'est pour ça que la supervision est assez intéressante, ou d'avoir des pairs pour pouvoir échanger et qui vont pas demander le contenu de la séance, mais plutôt qu'est-ce que tu en as vécu, comment tu t'es senti par rapport à ça. Et je pense que c'est ça qui nous aide à travailler, parce que je pense qu'un bon thérapeute, je sais pas si un bon ou un mauvais thérapeute, mais c'est quelqu'un qui s'implique dans ces séances, qui peut rester lui-même tout en incarnant cette posture-là. Et du coup, forcément, il est impliqué aussi à un certain niveau émotionnellement, je pense. Moi, à ce sujet, ça me fait penser plutôt qu'aux peurs, aux fantasmes. J'ai toujours des fantasmes qu'il y a quelqu'un qui va venir et que je ne saurais pas où j'aurais peur. Et, il y a une peur qui s'est enlevée. Je me suis toujours dit, je vis une femme, un homme qui commence à me parler des problèmes sexuels. Qu'est-ce que ça va me faire? Et en fait, le premier est venu et ça s'est passé très, très bien. Donc, du coup, ce fantasme-là, j'ai enlevé. J'en ai toujours un autre, c'est s'il y a un pédophile qui vient me parler de ces pulsions, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le signalement, par exemple? Ce qui est une obligation quelque part. Et c'est à étudier dans quel cas on a intérêt ou on est obligé de faire le signalement. Bon, Juridiquement, on est obligé de faire un signalement. Normalement, on est tenu de faire un signalement sur ce genre de choses-là. Maintenant, après, tout dépend dans quelle dynamique la personne vient. Est-ce que la personne vient dans une dynamique de je commets des actes pédophiles et je veux pouvoir comment continuer en toute tranquillité à les faire parce que j'ai des problèmes au niveau psychique. Ça me pose problème de le faire, mais ça me pose problème en tout cas de l'acte lui-même. Mais par contre, après, derrière, je préfère. Enfin, je m'aime bien Friedman. C'est, est-ce que la personne est dans une dynamique de vouloir évoluer ou est-ce que la personne est dans une dynamique de vouloir se sentir bien avec le fait de le faire? Ça va en effet faire résonner deux choses totalement différentes parce que la problématique parfois de faire un signalement sur une personne qui a envie
d'évoluer et dont on est peut-être la seule ressource parce que personne d'autre veut écouter, ça peut poser un problème, mais qui est un problème au-delà même de la loi, un problème éthique et personnel. Il y a quelque Exactement. chose que je trouvais important aussi dans ce que disait Lucas quand il parlait de supervision et l'importance de se faire superviser. C'est vrai que quand on crée des groupes, alors au-delà de la supervision par un psy ou par un confrère qui est vraiment formé à la supervision, quand on fait de la supervision, la plupart du temps, on parle des cas. Quand on parle des cas avec une personne, l'idée, c'est pas forcément de dire à la personne, bah, tu devrais utiliser tel outil ou tel outil. La plupart du temps, ça va plutôt être de dire qu'est-ce que ça fait pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu parles de ce cas-là? Qu'est-ce qui fait que pour toi, spécifiquement, celui-là peut être plus complexe qu'un autre? Il y a des cas, si moi je suis d'accord avec la personne que ce cas-là est plus compliqué, ça veut juste dire j'ai le même système de croyance qu'elle. Par contre, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que pour cette personne-là, ce cas est spécifiquement plus compliqué? Mhm. Est-ce que ça résonne pour elle? Est-ce qu'elle ne se sent pas légitime à accompagner? Auquel cas, on va faire un travail sur la légitimité. Enfin, il y a plein de questions à se poser qui peuvent permettre d'avancer. Et c'est vrai que le rôle de la supervision est très, très, très important là-dessus. Ouais, je vous remercie de l'avoir abordé. Ça faisait partie des questions que j'avais sous le coude. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Pourquoi c'est vraiment important de se faire superviser quand on ouvre son cabinet et qu'on accueille des gens pour les accompagner à aller mieux? Du coup, ouais, la supervision, c'est plein de choses en fait. Parce que la supervision, c'est à la fois un espace dans lequel on peut parler de notre pratique. C'est un espace dans lequel on peut s'exprimer avec des pairs, avec des gens qui pratiquent la même chose que nous, qui sont sans doute posés les mêmes questions ou qui vont être amenés à avoir un recul par rapport à tout ça. La supervision, c'est un endroit où justement on va pouvoir avoir plus de acquérir de la facilité, de la tranquillité. On fait un métier qui est quand même un métier assez solitaire. Du coup, le fait d'avoir des supervisions permet de pouvoir justement se retrouver avec des groupes de personnes avec qui on peut échanger ces choses-là. On ne peut pas échanger ça. Moi, je ne peux pas échanger mes consultations avec ma famille, avec mes amis. Par contre, avec des pairs, oui. Moi, ça m'évoque le Moyen-Âge et le maître et l'apprenti. On apprenait, il y a des temps anciens, on apprenait un par un avec le maître. Et on répétait ses gestes, on répétait ses pensées peut-être quand c'était plutôt intellectuel. Et aujourd'hui, ça me fait penser aux compagnons de Tour de France, par exemple. Être capable de modéliser les meilleures pratiques des meilleurs. C'est ça aussi, c'est pas seulement deux superviseurs à l'apprenti, tu fais ceci ou tu fais cela, mais c'est aussi de pouvoir modéliser les meilleures pratiques sur le superviseur. Et de faire évoluer sa pratique aussi, hein, parce que je pense que ce qui est le plus triste, c'est une pratique qui reste la même toujours. Enfin, je pense aux personnes qui sont bloquées sur une technique pour accompagner telle problématique ou pour les phobies. Bah ouais, ça peut marcher dans certains cas, mais au bout d'un moment, je sais pas, moi, c'est frustrant quand je vois qu'il n'y a pas de résultat. Du coup, je m'adapte. Je pense que s'il y a quelque chose qui marche pas, ça vient souvent du thérapeute ou de la relation. Et pour moi, si on revient sur les limites, au niveau de la thérapie, c'est plutôt une relation d'aide qui est fondée sur la parole et les actions. Et pour moi, garder juste la parole, c'est aussi une limite. Donc, apprendre à agir différemment avec la personne, c'est quelque chose qui est très important, mais qui peut être aussi une limite. Par exemple, si on a des personnes qui vivent des crises d'angoisse, bah moi, je vais les challenger, et ça se peut qu'en séance, on refasse une mini crise d'angoisse pour qu'elles recomprennent et qu'elles vivent ce processus-là. Par contre, si la personne n'est pas prête à revivre sa crise d'angoisse ou à affronter l'objet phobique, ou à aller vers ce moment du passé qui la torture encore aujourd'hui et auquel elle évite de penser, et de la brusquer là-dessus, ouais, là, on va créer des choses qui sont contre-productives pour que la personne puisse avancer dans sa démarche. Et du coup, je pense que c'est tout le jeu du thérapeute d'arriver à percevoir les limites de son accompagnant et de connaître ses limites à lui, jusqu'où il est prêt à aller pour accompagner l'autre. Si je reprends un petit peu ce qui est évoqué, c'est qu'on a un espace qui est celui de la supervision qui s'offre aux praticiens, qui est un espace justement pour questionner sa pratique en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, pour pouvoir la renouveler, la questionner, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir modéliser des gens, des modes de pensée, des modes d'analyse, continuer à se nourrir dans sa pratique finalement. Et on avait évoqué au tout début de ce café aussi peut-être l'aspect plus individuel, personnel, de qu'est-ce qui nous met à l'aise, mal à l'aise,
Et peut-être qu'on peut refaire un zoom rapide sur en quoi c'est important aussi d'être accompagné, peut-être à titre plus personnel. Est-ce que souvent on dit que d'aller voir un psychothérapeute ou voilà, d'avoir un accompagnement plus personnel, c'est aussi important pour mieux se connaître, ou alors faire une démarche personnelle pour mieux se connaître? Je trouve que c'est super pertinent cette question parce que même dans les clients qu'on accompagne, c'est rare qu'ils aillent voir que un hypnotiseur, un hypnologue ou un hypnothérapeute. Souvent, ils vont voir pas mal d'autres praticiens, ils en ont rencontré d'autres. C'est des gens qui ont déjà testé beaucoup de choses. Et je pense qu'en tant que praticien, c'est important de pouvoir se faire accompagner sur d'autres choses ou aller tester d'autres choses. Pour certains, ça sera juste la marche en montagne. Pour d'autres, ça peut être suivre une psychothérapie entière. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose, mais c'est important de pouvoir continuer à travailler sur soi tout le temps. Et c'est moi la limite que je rencontre foncièrement. Certaines personnes soutiennent qu'on ne peut pas changer la base, la structure d'une personne. Mais quand on est dans des accompagnements forts, des fois, cette base-là, elle évolue avec la personne. Mais c'est plein de petites actions, plein de petites relations qui vont se créer, qui vont permettre à la personne de changer. Et souvent, nous, en séance d'hypnose, on essaye de changer presque des fois un comportement qui soutient toute la structure. Et du coup, ça peut aussi passer par plein de petites actions. Et c'est des fois limitant notre vision de vouloir changer la personne à tout prix et de pas prendre en compte en fait tous ces petits changements qui sont pertinents et qu'on peut relever. Et si je reviens sur notre limite que ça amène directement, c'est quoi la différence entre la thérapie et du développement personnel et comment en tant que thérapeute on rentre pas dans du développement personnel, mais on peut orienter vers la personne, vers des choses qu'elle pourra développer pour elle-même, pour se sentir mieux, pour avoir plus de bien-être, moins de stress, mieux gérer ses émotions, etc., qui sont primordiales dans l'évolution de la personne. En fait, ce qu'on vise, nous, c'est le changement de nos clients. Mais tout le monde change. Payé. Mais tout le monde change tout le temps, en fait. Et peut-être ce qui est important, c'est se rendre compte de ses propres changements et de leur donner une certaine orientation. Exactement. Il y a une chose importante dans l'espace de supervision, juste avant de répondre à ta question, c'est que souvent on voit l'espace de supervision en effet comme un maître et un élève, l'élève qui arriverait, qui aurait des difficultés, le maître qui aurait la réponse. En fait, il faut voir que l'espace de supervision, c'est un espace dans lequel tout le monde évolue, hein. Même le superviseur, en fait, le superviseur, ça lui permet de prendre du recul aussi par rapport à sa propre pratique, de la même façon que quand on reçoit quelqu'un en cabinet, on évolue aussi nous-mêmes. Parfois, prendre des thématiques avec lesquelles on n'est pas à l'aise pourrait nous faire avancer sur nos propres problématiques. Maintenant, encore faut-il être à l'aise par rapport à tout ça. Pour pouvoir être à l'aise par rapport à tout ça, c'est là que c'est tout intéressant, l'espace de supervision, c'est qu'on va venir poser des questions. En fait, quelque part, la supervision, elle va exploser un peu le cadre. Elle va exploser le cadre des croyances du praticien lui-même, en fait. Ça va lui permettre d'avoir d'autres possibilités de pouvoir voir le monde, en fait. On va créer, en effet, du décadrage et du recadrage à l'intérieur de la supervision. On va permettre à la personne d'être plus à l'aise avec ses émotions, de pouvoir se permettre, et si la problématique, tu l'abordais pas de cette façon-là, mais de cette façon-là, est-ce que ça changera quelque chose pour toi? Est-ce que tu serais plus à l'aise à rencontrer cette personne-là si, au lieu de penser que tu as besoin de la sauver, tu peux juste te dire, je vais boire un café avec elle? Ça change totalement le rapport à tout ça. Et si, quand la personne arrive avec des problèmes de sexe très importants et que toi, tu as une problématique avec les problématiques de sexe, tu pouvais imaginer le sexe comme complètement autre chose. Qu'est-ce que ça change pour toi et comment tu abordes ça? Parce que finalement, la problématique, des fois, c'est le contenu qui va faire peur la plupart du temps. Mais la structure, elle ne fait pas peur, c'est un fonctionnement. Et la structure, la personne l'aura peut-être retrouvée sur une phobie, l'aura peut-être retrouvée sur des problèmes relationnels avec les collègues de travail, etc. Simplement, là, elle aura dit amour, elle aura dit sexe. Et parfois, ça peut faire peur. Alors qu'on devrait être à l'aise avec ces choses-là, dans le sens où ce ne sont que des mots. Je voudrais revenir sur une chose très triviale, mais ce café-là ne serait pas probablement complet sans cette question-là. C'est la question des cas psychiatriques et de savoir reconnaître les cas avec lesquels je ne peux pas travailler ou je dois travailler en collaboration avec un psychiatre. Et pour ça, il faut probablement passer au moins la formation de psychopathologie ou quelque chose comme ça et avoir en réserve un ou deux des psychiatres autour de soi à qui on peut poser la question ou à qui on peut adresser, avec qui on peut être en collaboration. C'est toute la question de savoir dire non, en fait. À quel moment je sens que je peux pas accompagner cette personne-là,
comment je mets un cadre qui va inspirer de la confiance, où la personne va se sentir à l'aise, où je ne vais pas la froisser. Et avec certaines personnes, même si on a le cadre le plus sain, ça peut être quelque chose qui va les faire réagir très très fortement ou qu'ils ne sont pas prêtes à vivre ou à expérimenter. Comment est-ce que certaines personnes peuvent venir aussi accompagner? Moi, je faisais beaucoup, moins maintenant, mais ça m'arrive encore de temps en temps, où je demande à ce que la personne, elle soit accompagnée, si elle veut, par une personne de confiance qui soit là pendant la séance. Est-ce qu'on enregistre nos séances? Est-ce qu'on fait signer un contrat? C'est des choses que je vous invite à tester aussi parce que c'est intéressant, puis voir si ça vous convient ou pas dans votre pratique. Mais de faire un contrat d'accompagnement, c'est intéressant. Légalement, c'est ce qui sécurise le plus. Puis ça crée un engagement qui est intéressant à ce niveau-là. Parce que, alors moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, comme vous avez l'habitude que je fasse. C'est de se dire, peut-être que j'ai une personne qui est hyper borderline, avec vraiment des problématiques psychologiques assez importantes. Ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, elle a décidé de venir travailler sur quelque chose. Elle n'a pas envie d'aller voir un psychiatre, elle n'a pas envie d'aller voir un médecin, elle n'a pas envie d'aller voir le personnel soignant. Par contre, elle a toqué à ma porte pour faire ce travail-là. Moi, la question que je me pose, c'est qui je suis pour la refuser, ou qui je suis pour lui dire allez voir un psychiatre aussi en parallèle. Évidemment que je vais lui proposer, je suis d'accord, complètement d'accord, et j'invite tout le monde, tous les praticiens, à faire un minimum de psychopathologie pour pouvoir reconnaître quand on a des états psychotiques, quand on a des états borderline, quand on a des états de paranoïa très très avancés, pour pouvoir vraiment accompagner, ou quand on a des troubles, pareil, des troubles traumatiques très importants chez les personnes, pour éviter d'accompagner n'importe comment. Et c'est notre devoir, selon moi, de leur proposer aussi d'être accompagné par une personne qui est spécialisée dans leurs troubles. Maintenant, l'idée pour moi, c'est vraiment de se dire que le travail qu'on va faire avec la personne, c'est un travail en parallèle, en fait. On n'est pas là pour solutionner la vie de la personne, on est là pour accompagner la personne sur un bout de sa vie et sur un bout du chemin de sa problématique, en fait. Mais c'est bien de ne pas être tout seul. Et c'est super bien de faire appel à des entités autres, genre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, médecin, sophrologue, peu importe sur qui on peut s'appuyer. C'est toujours intéressant de se dire, de toute façon, tout seul, on va peut-être plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, quoi. Et on ira Et de certainement toute plus loin façon, avec d'autres personnes. avoir au moins un groupe bienveillant comme Hypnose Factory, c'est déjà utile. Bon, bravo Voilà. Marcella pour avoir Autopromo. Oui. Mais c'est vrai. Oui. Oui. Je voulais peut-être réorienter sur quand on perçoit on a des personnes qui sont dans des difficultés telles qu'on n'est pas sûr de pouvoir les accompagner, etc. Mais après, il y a aussi ce qu'on avait commencé à aborder. Et j'aimerais qu'on essaye d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que quand nous-mêmes, on va être trop pris par exemple, sur certaines thématiques, etc., que bon, il y a les fantasmes sur des problématiques on peut avoir des fantasmes sur des problématiques qu'on pense ne pas être capable d'accompagner correctement. Mais au-delà du fantasme, quels sont les warnings intérieurs qu'on peut avoir auxquels il faut faire attention pour qu'on puisse les repérer, de se dire ah, ça, soit il faut que je travaille dessus, soit pour l'instant je ne peux pas le traiter, quel que soit le résultat qu'on ait. Moi, j'ai envie de faire une réponse pragmatique par rapport à ça. Mais pardon, Lucas, vas-y, je Ouais, te laisse d'abord. Après, je ferai moi la moi, réponse j'ai un pragmatique. cadre assez posé de début de séance qui est pas toujours le même, mais vraiment très, très semblable, où je vais vraiment faire une structure que je travaille depuis des années, qui va t'adapter à la personne, mais j'ai toujours un yes set, je donne toujours plusieurs ordres au début, je vais tester la réactivité de la personne, je vais voir si elle aime si je lui souris, si elle me sourit, si je bouge, est-ce qu'elle me suit, au moment où elle s'assit sur la chaise, si je le fais en même temps, est-ce qu'elle se décale ou pas, est-ce que si je me synchronise à elle, elle se désynchronise ou elle garde la synchro, est-ce qu'elle va venir vers moi ou est-ce que je vais venir vers elle, est-ce que je vais me trouver dans une position où je vais devoir lui vendre l'hypnose, je vais lui prouver que ça marche, ou l'inverse. Et si j'ai quelqu'un qui sort de ce cadre-là, je me méfie. J'ai tous mes warnings qui sont en alerte parce qu'elles rentrent dans aucune case que j'ai déjà vue. Ça serait un petit peu comme un joueur d'échecs qui fait d'échecs depuis super longtemps, il connaît toutes les ouvertures, mais on lui sort un mouvement qu'il n'a jamais vu et qui n'est pas logique dans le jeu. Et ben là ouais, j'ai tous mes warnings qui sont très hauts et je vais prendre le temps de parler, comment est-ce qu'elle est venue en séance, qu'est-ce qu'elle a pensé avant la séance et comment elle se sent, et je vais prendre le temps de poser un cadre encore plus grand. Est-ce qu'elle est suivie, est-ce qu'elle a des problèmes médicaux, je vais aborder tout ça tout de suite. Et puis, après, bon, ça serait difficile de faire des réponses directes comme ça sur un format aussi court. Mais nous, pendant les supervisions, on aborde aussi les signes qui peuvent montrer qu'une personne est
comme ci ou comme ça, les choses dont il faut se méfier, des choses qu'on va retrouver dans la séance, qui sont des signes assez révélateurs, assez faciles à repérer, et qui nous permettent de nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un souci psychologique très important à ce moment-là? La réponse pragmatique que je voulais faire tout à l'heure, c'est si jamais je suis moi-même en deuil, que j'ai perdu quelqu'un de très important et de très proche, et que quelqu'un vient me voir pour un deuil, et que moi je sens que je suis vraiment pas bien par rapport à cette thématique-là à ce moment-là. Je pense que c'est important aussi de savoir dire non, de pouvoir dire à la personne que ça vient pas d'elle, mais que ça vient du fait que nous, on n'est actuellement pas prêt avec cette thématique-là. Je précise bien le actuellement pas prêt, parce que même si on n'a pas été prêt depuis qu'on est tout petit à une thématique, ça se trouve arrivé à 40, 50, 60 ans, on sera plus prêt à aborder cette thématique-là. C'est important de pouvoir dire à la personne que pour nous, c'est pas elle, mais c'est que nous, on se sent pas aussi par rapport à ça, et qu'on préfère la rediriger vers quelqu'un d'autre. C'est de l'honnêteté de notre part. Et puis, ça peut être rassurant aussi pour la personne de se dire, j'ai affaire à quelqu'un aussi de bienveillant, qui va pas m'accompagner juste pour faire de l'argent, en effet, mais qui va être aussi euh, consciente du fait qu'elle a des limites. Et je trouve que c'est ça le plus important, peut-être même de tout ce qu'on a dit, c'est le thérapeute, pour moi, doit incarner la thérapie. C'est l'inverse de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que si la personne, elle vient chercher une relation où elle va pouvoir se sentir en confiance, déposer des choses, si nous, on est en train de maintenir une façade et qu'on est faux, on va pas pouvoir guider la personne vers ça. Je reprends l'exemple de Diogène, hein, mais pour travailler sur le regard des gens, il demandait à ses disciples de le suivre alors qu'il traînait un poisson au bout d'une ficelle, juste pour s'entraîner sur le regard des gens. Bah ouais, c'est aussi comment nous, on est en place avec ça. Si j'ai la phobie des araignées, c'est compliqué d'accompagner des personnes qui ont des araignées. Je dis pas que c'est impossible, hein, on n'a pas besoin d'avoir un cancer pour accompagner des gens qui ont le cancer, mais si nous, on n'est pas bien par Heureusement. rapport à ça, ça va être plus compliqué de l'accompagner. On n'a pas besoin d'avoir la chose, mais de pouvoir être à l'aise pour pouvoir en parler, avancer dessus, le penser et agir, Ouais. surtout avec ça. Ce que j'entends dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que s'impliquer dans les séances, c'est essentiel. C'est d'être là vraiment. Pour moi, certains diront l'inverse. Et ils que auront raison s'impliquer. aussi. Mais je te rejoins là-dessus, par contre. Vraiment, Ouais. je trouve que ce qu'a dit Lucas en dernier est super important. C'est un point vraiment clé, c'est vraiment un point d'orgue pour moi aussi. Donc. Oui, je pense que le mot qui le résume, c'est la sincérité. Être honnête avec soi-même, être honnête avec soi-même pour être honnête avec l'autre. Hein. Exactement. Ou l'inverse. Bon, ce sont des beaux mots de fin et qui permettront de rebondir sur d'autres choses prochainement, sur un prochain Café Hypnose. Je vous propose qu'on clôture cette première thématique de la soirée ici. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. À très bientôt. Belle journée.